Au secours. Ma maman est en danger. Aidez-moi. Le cri d'enfant qui a tout changé. Le martèlement du verre. Le soleil de Chicago faisait scintiller le capot jaune de ma Ferrari, une traînée dorée sur l'asphalte granuleux des embouteillages. Assis dans le cockpit, j'étais enveloppé par le parfum du cuir italien et le silence absolu d'un homme qui possédait tout. Le feu passa au rouge. Je pris mon téléphone, prêt à finaliser une fusion qui allait encore augmenter ma fortune. Boum, boum, boum. Le martèlement frénétique contre ma vitre passager me fit sursauter. 2 petits points couverts de terre s'abattaient sur la vitre. J'abaissai légèrement la vitre, prête à hurler sur quiconque avait osé toucher à la peinture, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. S'il vous plaît, ma mère est en train de mourir ou aidez-moi. Le garçon ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il était enseveli sous un sweatshirt gris trop grand, ses baskets rafistolées à grand renfort de rubans adhésifs. Son regard n'était pas celui d'un petit délinquant ou d'un mendiant professionnel. Il était empli d'une terreur viscérale et viscérale. Le feu passa au vert. Des klaxons retentirent derrière moi comme une meute de chiens hargneux. Mon instinct, aiguisé par des années d'ascension impitoyable dans le monde de l'entreprise, me dictait d'accélérer. C'est une arnaque, pensai-je. Fouise. Mais en le regardant, un frisson me parcourut l'échine. Son front était orné d'une arcade sourcilière familière, sa mâchoire d'une expression particulière que je voyais chaque matin dans mon reflet. J'ai garé la Ferrari sur le trottoir, ignorant les cris des conducteurs en colère, et j'ai sprinté après le garçon dans une ruelle étroite entre un prêteur sur gage et une laverie automatique squelettique. Le fantôme de Milwaukee. La ruelle débouchait sur un cimetière sans issue jonché de palettes en bois et de bennes à ordures rouillées. Affalée contre un mur de briques noircies par la suie, une femme gisait là. Sa peau était couleur cendre, ses lèvres teintées d'un bleu effrayant, sa poitrine se soulevait violemment tandis qu'elle luttait pour chaque parcelle d'oxygène. N'appelez pas la police, halta-t-elle, la main tremblante alors qu'elle se tenait les côtes. Je me suis figé. Cette voix, bien que brisée et ténue, résonnait comme un écho d'un été d'il y a 10 ans. Une levée de fonds à Milwaukee. Une idylle passionnée que j'avais brutalement interrompue, trop occupée à bâtir un empire pour me soucier des sentiments. Rachel. Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque. Je me suis agenouillé près d'elle, l'humidité froide de la ruelle imprégnant mon pantalon de marque. Rachel m'a regardé, un sourire fugace effleurant son visage pâle. Tu conduis toujours, cette voiture jaune. Tu n'as jamais aimé être invisible, Carter. Le garçon, Ethan, la serra dans ses bras. Elle m'a dit que tu viendrais. Elle a dit que si je voyais la voiture jaune, je devais courir comme le vent. Le dur règlement de compte. Est-ce qu'il est à moi? Et je demandais, la question me pesant comme du plomb dans la bouche tandis que je fixais le garçon, un parfait reflet de l'homme que j'étais 10 ans auparavant. Rachel ferma les yeux, les larmes traçant des sillons dans la crasse qui recouvrait ses joues. J'ai essayé de te joindre. Ton bureau bloquait tous les appels. Puis tu es devenu milliardaire. Et moi, je suis devenue une femme croulant sous les factures d'hôpital et recherchée pour non-respect des convocations au tribunal, car j'étais trop malade pour travailler. À cet instant, les pantouses, les jets privés et les galas de charité me semblaient un spectacle de pacotille. J'avais passé ma vie à donner des millions pour sauver le monde. Et pourtant, j'avais laissé ma propre famille pourrir dans l'ombre d'une voie de service. Oublie les mandats, et je grognais en la soulevant dans mes bras. On part. Maintenant. Je l'ai allongée sur la banquette arrière de la Ferrari. Ethan a bouclé sa ceinture à côté d'elle, sa petite main serrant la sienne comme s'il retenait son âme. J'ai traversé Chicago comme une folle, grillant tous les feux rouges, le moteur rugissant d'une façon qui, enfin, me semblait utile. Quand l'équipe médicale a emmené Rachel aux urgences du Northwestern Memorial, je suis resté planté là, dans le couloir blanc et stérile, les mains noircies par la suie, à regarder Ethan. Il n'a pas pleuré. Il m'a juste fixé d'un regard silencieux et impitoyable, un jugement qu'aucun argent ne saurait effacer. Le prix d'une seconde chance. Rachel a survécu, mais sa guérison n'était que le début de ma pénitence. Et durant les mois qui suivirent, j'usai de mon influence pour régler ses problèmes juridiques, j'engageai les meilleurs spécialistes et les installai dans une maison où le soleil pénétrait enfin par les fenêtres. Le test ADN n'était qu'une simple formalité. Voir Ethan manier un ballon de basket, sa façon de pivoter sur son pied gauche, exactement comme moi, était une preuve suffisante. Je devais tout à ce garçon. Le pardon ne s'est pas offert en chèque. Au début, Ethan m'appréciait pour la voiture, puis il m'en a voulu pour ses 8 années d'absence, et lentement, péniblement, il a commencé à tolérer ma présence. J'avais manqué ses premiers pas et ses premiers mots, mais je me suis juré de ne plus jamais rater une réunion parents-professeurs ni un match du samedi matin. Ce jour-là, quand on a frappé à ma fenêtre, ça n'a pas seulement sauvé la vie de Rachel. Ça a aussi fait voler en éclats la cage de verre de mon propre ego. Ça m'a forcé à comprendre que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ceux qu'on refuse d'abandonner. Alors, si la vie vous offrait une seconde chance, enveloppée dans les décombres de votre pire erreur, resteriez-vous dans la voiture? Ou bien sortiriez-vous dans la poussière pour récupérer ce qui vous appartient?